En décembre, c'est le marathon du don de Radio Courtoisie. Alors, la mission première de Radio Courtoisie, déjà, c'est la défense des valeurs traditionnelles, de la vérité et de la liberté d'expression la plus absolue dans le respect de la loi. Et nous avons pour principe, comme devise, de réinformer. Alors, la réinformation, c'est un mot qui est passé dans le langage commun aujourd'hui, mais il a été forgé à Radio Courtoisie. La réinformation, qu'est-ce que c'est ? Ça n'est pas de la désinformation à l'envers, c'est le contraire de la désinformation. C'est-à-dire qu'on donne des faits vrais, et ensuite, on donne une interprétation qui, elle, est libre, mais, encore une fois, l'exigence, c'est la vérité. Alors, si vous aussi, vous appréciez qu'on essaye de vous proposer autre chose que le robinet d'eau tiède des médias habituels... Oula, c'est tiède. Si vous appréciez qu'on essaye d'approcher avec vous de la vérité, eh bien, participez à notre marathon du don. Donnez-nous les moyens de défendre vos idées. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. Un café, s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Ligne droite. Combien je vous vote ? C'est beaucoup trop cher. L'addition. Bonjour Aymeric Salmon. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous présente. Vous êtes député du Rassemblement national de la 2e circonscription de la Haute-Saône. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Et bonjour Ardouane Kourak. Bonjour ma chère Maud. Moi, je vous écoute. Bien parfait. Ce week-end, la chute de Bachar al-Assad annoncée marque sans doute un tournant historique. Après 13 ans d'atrocités et de destruction, la fin d'une dictature qui semblait presque inébranlable est désormais une réalité. Mais faut-il se réjouir de cet événement quand le drapeau de la liberté dissimule les ténèbres de l'intégrisme islamiste ? Évidemment, il ne s'agit pas ici de minimiser la violence du régime de Bachar al-Assad, ni la kleptocratie d'une classe politique qui a perpétué son règne par la terreur. Mais les rêves occidentaux de lendemain démocratique radieux se heurtent souvent à une réalité bien différentes, chaos, charia, bain de sang ou encore nouvelle dictature, encore plus violente que celle d'hier. Il est le nouveau leader de la Syrie, Abu Mohammad al-Joulani, 42 ans, leader du groupe dominant Hayat Tahrir al-Shams, cet ancien cadre d'Al-Qaïda qui a fait de la province d'Idlib son bastion. Ces dernières années, il a troqué son turban djihadiste pour un costume plus lisse, multipliant les efforts pour se présenter en démocrate progressiste et pacifiste. Mais derrière ce déguisement se cache une réalité bien plus sombre. En Syrie, ce qui inquiète aujourd'hui, ce n'est pas la fin de la dictature, c'est le début d'un possible cauchemar islamiste. Si notre espérance va à la paix et au retour de la prospérité pour ce peuple syrien qui a tant souffert, nous devrions nous rappeler d'hier. L'histoire récente nous enseigne la prudence. Rappelez-vous l'Iran après la chute du Shah ou encore l'Irak après Saddam Hussein. À chaque fois, les espoirs de démocratie se sont brisés sur le mur du chaos, ouvrant la voie à des guerres civiles, des régimes autoritaires ou à l'émergence de nouveaux mouvements islamistes. La Libye en particulier est aujourd'hui un champ de bataille où des dizaines de milices terroristes s'affrontent pour le contrôle d'un pays dévasté. Alors qui portera le deuil d'une Syrie livrée aux extrémistes islamistes ? Notre classe politique célèbre aujourd'hui la chute d'un régime mais semble aveugle aux conséquences. Emmanuel Macron et notre diplomatie feraient bien de modérer leur enthousiasme. Rappelons-nous que Nicolas Sarkozy avait provoqué en servant les intérêts atlantistes puis applaudi la chute de Kadhafi, plongeant la Libye dans une instabilité qui dure encore. Parmi les conséquences probables de la chute de Bachar al-Assad, le retour possible d'un califat aux portes de l'Europe, la persécution des chrétiens d'Orient et des minorités, une nouvelle vague migratoire, un Moyen-Orient encore plus sombre qu'aujourd'hui. Des joies temporaires qui risquent de laisser place à de terribles désillusions. Et puis il y a Jean-Luc Mélenchon. Ce week-end, il s'est félicité de la chute de Bachar al-Assad, qui laisse place à des héritiers assumés d'Al-Qaïda, mais sa complaisance envers les islamistes n'est malheureusement plus approuvée. Mais n'oublions pas ses prises de position passées, et pourtant il y a une dizaine d'années, le même Mélenchon, face à Yann Moix, disait ça. Répondez à la question de l'Iran. Vous voyez bien qu'il y a une alliance entre Poutine et l'Iran actuellement pour abattre les rebelles anti-Assad afin de se retrouver avec deux pièces sur l'échiquier qui est Bachar al-Assad d'un côté et Daesh de l'autre. Donc Poutine est bien en train d'éliminer la rébellion en ce moment et d'écraser une partie des populations civiles. Vous êtes d'accord avec ça ? Non. Très bien. Effectivement, je peux rien vous rétorquer. Et quand, pardonnez-moi, et quand Vladimir... En fait, vous ne croyez Vous êtes pas... en train de dire quelque chose qui n'a pas... Pardon, monsieur Moix, mais ce que vous dites ne correspond pas aux faits. Même pour vous faire plaisir, je ne vais pas dire que je suis d'accord. Il a raison, vous partez de la propagande, pardon de vous le dire, nord-américaine, même un de vos collègues... Parce que la propagande russe...
En 2019, il défendait encore l'armée syrienne face aux offensives turques. En 2016, il soutenait l'intervention russe pour protéger Assad. Alors, monsieur Mélenchon, où est la cohérence ? Était-ce le Mélenchon pragmatique qu'on entendait à l'époque ou celui d'aujourd'hui enfermé dans des postures dogmatiques ? La chute du très autoritaire Bachar al-Assad ne suffit pas à bâtir un avenir. À Damas, le spectre d'un fanatisme déguisé en liberté plane sur les ruines de la dictature. Si Henri IV voyait Damas aujourd'hui, il dirait peut-être « Une prière vaut-elle la liberté d'un peuple ?» Alors si Paris valait une messe, Damas mérite au moins une prière. Mais une prière pourquoi ? Une paix durable ou un nouveau chaos sous contrôle de sanguinaires djihadistes ? Merci beaucoup, Radouane Kourek. Merci beaucoup. L'addition. Aymeric Selmon, je voudrais vous faire réagir à cet édito de Radouane Kourek. Vous posez peut-être la question assez simplement. Il y a eu beaucoup de réactions après ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement en Syrie, avec à la fois des réserves et en même temps une espèce de satisfaction. Vous, est-ce que vous vous réjouissez de la chute du régime de Bachar al-Assad ? Eh bien, déjà, je souscris à beaucoup de choses qui ont été dites par Radouane dans son édito, car ce qui est important de bien voir, c'est que effectivement tout le monde est d'accord, Bachar el-Assad c'est un monstre sanguinaire, on ne connaît pas encore l'étendue exacte des crimes qu'il a commis dans son pays, ça personne n'en doute. Hier chez un média télévisuel, j'ai entendu quelqu'un faire une remarque en Syrie, il n'y a pas les gentils d'un côté et les méchants de l'autre, tout le monde est méchant en fait. Et donc il faut faire attention à ne pas trop réagir positivement à l'arrivée de Mohamed al-Jolani. J'avais noté son nom pour être sûr de bien prononcer, parce que effectivement, Bachar el-Assad est un monstre, mais ceux qui vont le remplacer doivent être pris pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Monsieur al-Jolani est un ancien d'Al-Qaïda. Et c'est assumé. Voilà, c'est assumé. Il a fait partie des fondateurs ou au moins des membres actifs de Daesh, dont il s'est séparé pour reprendre sa liberté et agir seul. Il est entré très rapidement. Son action militaire qui a eu lieu en à peine une semaine a été vraiment très rapide. Ils ont pris Alep. On a tous entendu la prise d'Alep. Moi, j'ai été surpris parce qu'on pensait que entre guillemets, qu'il y avait un certain calme dans la région, et quand on a appris il y a 10 jours la chute d'Alep, ça a surpris un peu tout le monde, puis Homs, puis maintenant Damas. J'ai lu aussi ce matin des chiffres sur la présence des chrétiens à Alep, 150 000 en 2012, peut-être que 25 000 aujourd'hui, et qui pour beaucoup ont fui quand même. Et même si aujourd'hui HTS, je ne vais pas prononcer aussi le nom complet de ce groupe parce que j'en suis bien incapable, HTS semble protéger un peu les chrétiens, mais pour combien de temps ? Que se passera-t-il quand les lumières ne seront plus figées sur la Syrie ? Donc oui, la chute de Bachar el-Assad est probablement une bonne chose, mais le remplacement, et on l'a vu, comme l'a dit, c'est là où je rejoins Radouane, comme on l'a vu en Irak, comme on l'a vu en Libye, la suite est parfois catastrophique. Brice Hortefeux évoquait tout à l'heure à notre antenne la responsabilité de la France dans l'accueil des minorités, en particulier des chrétiens d'Orient. Est-ce qu'il en va de la responsabilité de la France aujourd'hui de protéger ces populations ? Eh bien, pour répondre à votre question, moi je dirais qu'il faut que le droit d'asile en France retrouve sa vraie vocation de droit d'asile. C'est-à-dire que depuis des années, nous condamnons le fait que le droit d'asile est utilisé par beaucoup comme en fait une immigration économique, parce qu'effectivement, il y a certains pays du monde où c'est difficile de vivre, mais quand des personnes ont vraiment besoin d'un asile, oui, par exemple les chrétiens d'Orient, parfois s'ils sont menacés, doivent pouvoir bénéficier du droit d'asile que la France doit défendre pour sa vraie valeur. Radouane. C'est intéressant ce que monsieur le député vous dites. J'ai été me balader du côté de la place de la République, aller faire un tour du côté des manifestants il y a quelques jours qui manifestaient justement pour la chute de Bachar al-Assad et puis le retour d'un nouveau système que eux présentent comme stable. Mais en réalité, le retour, les personnes qui vont retourner en Syrie sont justement des cadres, des médecins, des avocats. Il n'est pas question pour ce qu'on pourrait présenter comme des classes défavorisées ou des classes moyennes syriennes de rentrer dans leur pays. J'ai échangé avec des gens lors de ces manifestants, notamment il y avait uniquement des personnes qui travaillaient principalement dans le domaine de la santé, qui étaient des médecins, qui étaient des chirurgiens. Mais j'ai également regardé les statistiques publiées par des ONG allemandes, parce qu'en Allemagne, justement, l'Allemagne a pris des décisions il y a quelques jours. Il n'est
absolument pas question du côté des Syriens qui sont en France sans qualification, qui ne profitent pas de notre économie, de rentrer dans leur pays. Comment aujourd'hui on peut faire pour parer à cela? Et est-ce que l'arrivée au pouvoir de ce nouveau régime, de ces terroristes, ne va-t-elle pas précipiter un retour de nouvelles réglementations favorisant l'accès au droit d'asile d'ici peu et augmenter la crise migratoire? Eh bien justement, comme je disais avant, le droit d'asile, ça doit être un peu un contrat entre la personne qui est accueillie et le pays qui l'accueille. C'est-à-dire que le droit d'asile, c'est pas un droit absolu, universel. Tout le monde n'a pas le droit au droit d'asile. C'est une notion qui est personnelle. Normalement, quand un pays attribue le statut de réfugié à une personne, c'est qu'il y a eu une étude de son dossier. Et dans le contrat qu'on passe avec la personne, il devrait y avoir logiquement dans les petites clauses comme que si la stabilité du pays revient, et en l'occurrence, alors la Syrie n'est pas stable, loin de là. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais que les personnes qui sont venus en France en fuyant la Syrie souvent, et comme dans tous les pays d'Europe, ils fuyaient le régime de Bachar al-Assad, ils se réjouissent, et vous l'avez vu, vous le dites, lors de manifestations à Paris, ils étaient joyeux de la chute de Bachar al-Assad. Logiquement, la suite logique, c'est qu'ils retournent dans leur pays. Et je crois que plusieurs pays européens ont déjà dit qu'ils arrêtaient l'accueil. Certains, si je me trompe, je ne voudrais pas dire... L'Autriche, voilà. L'Autriche a dit que... J'allais dire l'Autriche, mais merci de me le confirmer, je ne voulais pas dire de bêtises. A dit qu'ils allaient enclencher le chemin retour. C'est la logique même du droit d'asile. Marie. Là-dessus, pour compléter, effectivement, la France semble prendre le chemin de l'Allemagne qui hier a annoncé suspendre, geler en tout cas, les demandes en cours des Syriens, justement. Les raisons évoquées sont à la fois l'incertitude totale face au chaos qui se prépare en Syrie et donc d'avoir le poids de la rue, entre guillemets, chez eux. Et évidemment, donc le Danemark également les a suivis dans ce chemin-là. On parlait de l'Autriche à l'instant qui prépare carrément leur expulsion. Et donc là, la France, voilà, juste pour compléter là-dessus, annoncer, en tout cas réfléchir à suspendre eux aussi toutes les demandes d'asile, effectivement, des Syriens en cours. On va dire un mot au sujet de Boualem Sansal maintenant, puisqu'hier on a appris que le visa de maître François Imray, l'avocat de Boualem Sansal, avait été refusé par l'Algérie, ce qui veut dire qu'il ne pourra pas aller plaider et donc défendre son client à Alger. L'audience doit se tenir demain. Est-ce que, Aymeric Salmon, vous avez le sentiment ou l'impression que la France en fait suffisamment pour aider à la libération de Boualem Sansal ? Alors, ce que j'espère, parce que ce qui est visible, c'est que la France n'en fait pas assez. Ce que j'espère, c'est que des actions sont menées par les voies diplomatiques en souterrain. C'est ce que nous a promis le gouvernement ancien. Et donc, oui, la situation de Boualem Sansal est inquiétante parce que les raisons pour lesquelles il a été emprisonné, personne n'est dupe. C'est uniquement politique et pour ces attaques qu'il avait eues contre les autorités algériennes, qui attaques légitimes. Quand dans une démocratie, on a le droit de s'opposer aux autorités qui gouvernent. Mais bon, j'avais pas l'information que vous venez de donner. C'est effectivement inquiétant que son avocat français ne puisse pas aller le défendre, au moins aller le rencontrer, parce que il y a de ça aussi, voir dans quelle situation il est, comment il est traité, est-ce que ces conditions de détention sont acceptables, même si elles ne sont pas acceptables de fait parce qu'il ne devrait pas être emprisonné, mais la situation est inquiétante et je crois que et j'espère que le silence apparent de la France cache des actions plus discrètes. Radouane Kourag, vous êtes confiant, vous ? Je suis moyennement confiant. Vous savez que je suis assez proche de Boualem Sansal. Ouais. J'ai pas mal d'échanges, moi, avec des proches de Boualem en Algérie, avec ses avocats notamment. Eux se disent plutôt confiants. Après, il y a évidemment des informations qu'on ne divulguera pas à l'antenne pour ne pas mettre en difficulté Boualem, mais je sais que les avocats algériens sont assez confiants et voient un horizon de libération de Boualem dans quelques semaines.
D'accord. Après, malheureusement, je pense que ce serait le mettre en difficulté que de trop commenter cette affaire, parce que la problématique, c'est que l'Algérie, les dirigeants algériens, le président Abdelmadjid Tebboune, construit sa politique et toute sa doxa sur une haine anti-France. Oui. Il a construit lui-même une rente mémorielle. Quand vous discutez avec des Algériens des deux côtés de la Méditerranée, finalement, dès qu'il y a un problème en Algérie, c'est soit de la faute d'Israël, soit de la faute du Maroc, soit de la faute de la France. Mais ce n'est jamais de la faute de l'Algérie. Donc il y a une vraie conspiration anti-France en Algérie. Donc je vous rejoins, Aymeric Salmon. Peut-être que les autorités françaises sont en train d'agir en sous-main de manière discrète. C'est ce qu'on souhaite, mais malheureusement, il est trop tôt pour pouvoir se prononcer et établir un diagnostic ou un pronostic. Et vous pensez que c'est aussi une stratégie pour la France de ne pas s'exprimer, de ne pas commenter pour l'instant ? La réalité, c'est que l'Algérie étant dans un bras de fer systématique, et peut-être que l'Algérie a des choses à se prouver, ou pour contenir la colère d'un peuple qui ne supporte plus une classe politique également kleptocratique, voleuse et menteuse en Algérie. Souvenons-nous du mouvement du Irak, honorable mouvement populaire des Algériens qui avait conduit à la démission d'Abdelaziz Bouteflika, qui avait conduit au départ même de Bouteflika, puis à l'arrivée de Tebboune. C'était la colère du peuple. Et aujourd'hui, Tebboune, le président, a compris une chose: pour contenir la colère du peuple, il rejette tous les maux de l'Algérie, entre autres sur la France. Donc, si la France, si Emmanuel Macron était un peu trop expressif, moi je le voudrais, parce qu'on est la France, merde, on doit se faire respecter à un moment donné, donc c'est la réalité. Mais je pense que ce serait même plutôt contre-productif, et ce serait plutôt un argument de l'Algérie pour dire on ne se laisse pas faire, regardez comment la France nous parle. Oui, mais alors justement, Aymeric Salmon, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver au terme de cette humiliation permanente en fait de l'Algérie sur la France ? Alors, je pense que la situation de la France est délicate en ce moment à cause de cette affaire Boualem-Sansal, parce que toute action pourrait le mettre en danger, et donc il vaut mieux être prudent, mais sur du long terme, sur les relations entre la France et l'Algérie, elles doivent être assainies dans le sens où on doit, comme vous dites, se faire respecter. La France doit se faire respecter. Et par exemple, le traitement des OQTF d'origine algérienne, ça doit vraiment être une action que le gouvernement français doit mener à l'avenir pour mettre un terme au refus des Algériens et faire respecter les décisions de la France. Et il y a des mesures. Moi, quand je vois une des raisons, enfin, c'est pas la raison, mais une des pistes d'économie, on en parlera peut-être tout à l'heure, qu'avait proposé le Rassemblement national dans le budget pour pouvoir appliquer les lignes rouges que nous avions dit, c'était la baisse de l'aide au développement, parce que quand on voit que la France donne encore, alors j'ai pas le chiffre exact là, mais des centaines de millions d'euros chaque année. 800 millions d'euros en 5 ans. Voilà, des centaines de millions d'euros chaque année à l'Algérie, et bien il y a moyen au moins de pression forte de la France sur le pouvoir algérien. Oui, c'est aussi l'échec de la diplomatie d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a tout échoué sur la diplomatie avec l'Afrique et avec les pays arabes mais ça commence sous Nicolas Sarkozy en réalité, mais Macron a terminé ce que son ami Sarkozy avait entamé. C'est bien triste, mais il y a quelques années, on était amis, on était respectés par tous ces pays. Souvenez-vous de Chirac qui avait des bains de foule lorsqu'il se rendait à Oran en 2003 en Algérie, de la France qui était écoutée, qui était influente en Afrique. On parlait peut-être de France-Afrique. C'est un terme aujourd'hui qui serait peut-être inapproprié d'utiliser, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ces pays se tournent tous progressivement vers un autre front, sans doute le front, une alliance avec les Russes, avec les BRICS, et Emmanuel Macron aura quand même réussi un exploit en diplomatie, c'est de se fâcher à la fois avec l'Algérie et le Maroc en même temps. Bon, il semble être revenu, c'est une bonne nouvelle, on s'est positionné. Les Marocains semblent être des gens qui aiment et qui respectent la France. Tournons-nous aujourd'hui vers des pays qui nous respectent, et puis installons un bras de fer. On a des leviers pour installer des bras de fer avec l'Algérie, notamment sur l'immigration et sur les visas. Les visas, oui. Pour rester justement sur ces bras de fer et sur tous les leviers qu'on pourrait avoir, l'humiliation de la France va au-delà de ce qu'on peut voir aujourd'hui avec effectivement les demandes d'expulsion qui ne sont pas respectées, entendues par les pays d'envoi. Pour prendre un autre exemple, c'est vrai, là on l'a vu, vous avez voté contre l'accord entre l'Union européenne et les États du Mercosur à l'Assemblée nationale. C'était une demande du gouvernement d'inscrire ça à l'ordre du jour. Vous l'avez tous massivement rejeté. Mais la France n'aura pas, l'Union européenne ne demandera pas la ratification de la France sur ce dossier, le signe entre guillemets en cachette de son côté, et finalement la France n'a pas voix au chapitre. On voit que la France est humiliée à tout point de vue là. Qu'est-ce qu'on fait pour
pour garder un peu une image respectée. Sur le dossier du Mercosur, c'est une responsabilité claire d'Emmanuel Macron, parce qu'effectivement, les députés se sont majoritairement, pas unanimement, parce que les insoumis avaient voté contre la résolution, mais les députés se sont prononcés majoritairement, et c'est la deuxième fois, ça avait déjà eu lieu en juin 2023, contre le traité du Mercosur, mais les amis de M. Macron, de M. Wauquiez, qui à Bruxelles votent pour Mme von der Leyen, ont une lourde responsabilité, parce que c'est bien François-Xavier Bellamy ou Valérie Hayé qui ont fait que Mme von der Leyen soit toujours présidente de la Commission européenne et puisse tranquillement aller signer un accord avec les pays sud-américains. On peut parler peut-être maintenant de la motion de censure et de cet état comment disait Brice Hortefeux ce matin, on est dans le flou, quoi, en gros. C'est un flou artistique depuis la dissolution d'abord de l'Assemblée nationale, ensuite la motion de censure. Quelle était la stratégie du Rassemblement national en votant cette motion de censure, Aymeric Salmon? On a l'impression que y a pas de plan, en fait, derrière. Si, il y a un plan. Et d'ailleurs, Marine Le Pen l'a bien expliqué, et si vous recherchez dans ses réseaux sociaux, pour une fois, il y a une vidéo de la réunion de groupe. Normalement, les réunions de groupe, c'est un peu secret, entre guillemets. Et ce qui se dit, il y a des offres qui sortent parfois à des journalistes, mais il y a rien d'officiel sur le contenu des réunions de groupe. Et là, il y a une vidéo de 2 minutes à peu près qui a été diffusée, où elle explique justement que parmi toutes les raisons que l'on entend dans les médias, il n'y a jamais la bonne. La bonne raison pour laquelle nous avons voté la motion de censure et pour laquelle nous avons fait tomber ce gouvernement, c'était pour protéger les Français. Et c'est ce qui compte pour nous. C'est-à-dire que le budget était un mauvais budget. Nous avions, depuis le début, préciser les lignes rouges que nous ne souhaitions pas voir franchies ou les mesures que nous souhaitions vouloir mises dans ce budget. Qui avait été défini clairement depuis le début. Et certains médias disent après on a joué à la surenchère. Non, les mesures. Jean-Philippe Tanguy avait proposé un contre-budget de 80 mesures à peu près. Sur ces 80 mesures, il en avait gardé 10 qui étaient des lignes rouges et qui n'étaient pas insurmontables. D'ailleurs, M. Barnier en avait accepté certaines, mais pas assez, et sans expliquer le financement, parce que sur les 10 mesures que nous proposions, il y en avait 4 qui étaient des vraies mesures de pouvoir d'achat pour les Français, et 6 qui étaient le moyen de les financer. Et donc, il en avait pris 2 de pouvoir d'achat, les médicaments et la taxe sur l'électricité, mais il n'avait pris aucune mesure de financement, et donc c'est pour ça que nous avons censuré. Vous vouliez protéger les Français de ce budget, mais est-ce que vous allez les protéger d'un gouvernement de gauche ? Alors nous avons toujours dit que un gouvernement du nouveau Front Populaire serait immédiatement censuré par le Rassemblement national. On verra l'attitude de M. Wauquiez et de ses amis. Moi, quand je suis dans l'hémicycle, je suis pas loin de certains collègues LR, et je leur dis, mais vous êtes de gauche parce que vous allez soutenir un gouvernement contenant des députés socialistes. Ils me disent que non, mais on verra bien. Et ça sera pas de la responsabilité du Rassemblement national. Nous sommes toujours clairs sur nos positions. Quand je vois le petit jeu de M. Wauquiez qui un jour dit oui à Retailleau, enfin plutôt non d'abord à Retailleau, puis oui, parce que lui il pense à 2027, mais il ne pense plus à l'intérêt des Français dans ce cas-là. Et donc chacun doit bien prendre en compte les positions et les arrière-pensées des hommes politiques qui agissent pour voir vers où ils nous mènent. Un gouvernement NFP, vous l'avez dit, serait immédiatement censuré par le Rassemblement national, mais un gouvernement étendu dans sa forme actuelle, c'est-à-dire LR, les macronistes, en incluant le Parti socialiste. Est-ce que c'est une ligne rouge pour vous, ou vous attendez de voir ? On attend de voir, mais de toute manière, moi j'attends de voir surtout s'il y a un gouvernement qui comprend à la fois des socialistes et des membres de LR. Donc en gros on reconstitue l'UMPS, voilà, on revient 10 ans en arrière, on revient à l'avant Macron, mais très bien, pour préparer l'après Macron, revenons à l'avant Macron, et on mettra les députés LR devant leurs contradictions. Votre carte vitale fonctionnait ce matin ? Je suis pas allé à la pharmacie, mais oui, je crois qu'elle fonctionne. Vous pensez quoi de toute cette rhétorique, tous ces dictats qui ont été mis en place par les macronistes, par les LR depuis plusieurs semaines, qui consistaient à faire un peu une stratégie de la peur, faire peur aux Français, expliquer que s'il n'y avait pas de budget, les fonctionnaires n'étaient plus payés, les cartes vitales ne fonctionneraient plus?
Eh ben, vous voyez, dans l'intervention de M. Macron le lendemain de la motion de censure, il a dit 3 choses. Il a dit les députés sont irresponsables, ce qui est de mon point de vue scandaleux parce qu'il n'a pas à remettre en cause le choix des députés en tant que garant des institutions. Ensuite, il a dit une deuxième chose. M. Barnier mentait. Il a expliqué ce que vous venez de dire, qu'il n'y aurait pas de shutdown à la française. Donc il a dit que M. Barnier mentait, et ensuite il a dit que Jean-Philippe Tanguy avait raison, parce qu'il a dit que les mesures qu'il fallait mettre en œuvre, c'était pas de hausse d'impôts, etc. Donc les mesures du contre-projet de Jean-Philippe Tanguy. Bon, moi quand M. Macron dit tout ça, je suis content. Malheureusement, les analystes politiques n'ont pas interprété de la même manière que moi, mais voilà, je crois que pourtant les Français, les Français quand on discute avec eux sur le terrain, moi j'étais encore en Haute-Saône ce week-end, vous savez, ils sont pas dupes de ce qui se passe. Qu'on comprenne bien, le Rassemblement national n'a pas vocation à figurer dans le futur gouvernement. Ben, je crois que nous ne sommes pas invités à la réunion de 14h. Vous le regrettez ? Alors, invité pour discuter, oui, pour que par exemple Jordan Bardella puisse repréciser les lignes rouges que nous n'accepterions pas. Bah oui, c'est logique. Alors surtout il y a 2 choses. Nous ne sommes pas invités. Les Insoumis n'y seront pas, mais parce que eux refusent d'y aller. Ils ont été invités, ils refusent d'y aller. Donc c'est bien là où Monsieur Macron ment aux Français. Et j'en suis vraiment désolé parce que moi j'ai un grand respect pour la fonction présidentielle. Mais quand il dit que les extrêmes sont irresponsables, bon, il nous met dans le même paquet que les Insoumis, mais puis après il les invite. Et comment vous l'expliquez ça, ce rejet de systématique du Rassemblement national ? Parce que c'est le résultat des élections législatives. Quand au premier tour nous faisons 33% avec nos alliés UDR et au deuxième tour 37%, ils savent que le prochain tour ça sera nous en fait, et donc ils ont peur de cela parce qu'ils savent que nous réussirons à changer la vie des Français. Franck nous a dit quelque chose dans le. Oui, je regardais la presse. Visiblement, oui, LFI a bien été invité par Macron. Ils ont répondu qu'ils n'iraient pas, mais ils étaient invités aussi. Oui, ils étaient invités. Pas invités non plus, je veux dire. Pas invités non plus. Comme le RN. Oui, c'est ça, c'est ce que dit. surtout. Bientôt un Premier ministre, Emmanuel Macron, convie tous les partis hors LFI et RN demain à l'Élysée. D'accord. Et LFI a répondu non, et bon. De toute façon, on n'y serait pas allé plutôt. D'accord, ok, oui, ok. Alors, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose au sujet de la motion de censure. Alors, pas forcément de la motion de censure, mais pour rester sur le budget, parce que vous êtes dans la commission des finances, monsieur le député. Et justement, qu'en est-il du budget ? Là, on a compris que celui de 2025 était tombé à l'eau. On reprend celui de 2024 ? Alors, c'est pour contrecarrer ce que les oiseaux de mauvais augure qui nous prévoyaient le pire si le budget tombait. Très rapidement, probablement la semaine prochaine, nous allons voter ce qu'on appelle une loi spéciale, projet de loi spéciale, PLS, c'est quand même assez original, qui va permettre à l'État de prélever les impôts tout de suite, qui autorise et de payer les fonctionnaires. Puis en 2025, il va falloir retravailler un budget, parce qu'il faut qu'il y ait un budget pour la France. Nous n'avons jamais dit qu'il fallait pas de budget. En attendant, le gouvernement peut effectivement appliquer par ordonnance, s'il le souhaite, le budget précédent, mais en janvier, il va falloir travailler un budget sur lequel nous aurons toujours des lignes rouges et sur lequel Marine Le Pen a déjà annoncé, si cela ne nous convient pas, nous pourrions également censuré. Oui, donc il y a toujours un travail, une perspective de travail. Il y a un travail qui permettra, par exemple, de réintroduire les mesures que souhaitaient les agriculteurs qui étaient inquiets de la censure, mais inquiets parce que les commentateurs politiques et nos adversaires politiques créaient cette inquiétude. Parmi les 3 options qui s'offrent désormais à nous, c'est-à-dire pour débloquer la situation du pays, il y a 3 options. Une démission d'Emmanuel Macron, certains l'appellent dans l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron qui activerait l'article 16 de la Constitution qui s'octroierait les pleins pouvoirs, ou une nouvelle dissolution, c'est-à-dire au début de l'été, juillet, août. Parmi ces propositions, peut-être vous avez une autre solution. Quelle est la solution la plus solution la plus préférable pour les Français et la meilleure solution pour débloquer la situation de manière pérenne pour le pays et pour la fin du mandat d'Emmanuel Macron, car il a fait savoir qu'il ne démissionnerait pas visiblement. Alors, la solution la plus simple, ce serait d'attendre la dissolution. Mais en attendant la dissolution, il faut bien travailler quand même pendant les 6 prochains mois. Parce que moi, je pense que Emmanuel Macron procédera à une dissolution. J'espère pas dès le 7 juillet, la date à laquelle vous voulez aller en vacances. Voilà, je veux aller en vacances ou faire campagne, parce que si on sait qu'il y a une dissolution en septembre, en juillet et août, on sera en campagne, mais c'est permettre aux Français d'aller en vacances, parce que imaginez des élections législatives le 5 et 12 août, par exemple, je pense que le taux de participation sera quand même beaucoup moins fort que l'année dernière. Les 2 autres propositions que vous faites, l'article 16, moi
je n'y crois pas. Je pense pas parce que c'est vraiment la limite de la Constitution. C'est normalement l'article 16, c'est vraiment quand la France est dans un état de menace, mais presque militaire, et pas juste une inquiétude démocratique. Et la démission de M. Macron, moi, à titre personnel, je la souhaite, mais je la réclame pas parce que c'est pas du ressort des députés de la demander. Nous avons toujours dit que nous ne voterons jamais la destitution proposée par les Insoumis, parce que pour destituer un président, il faut qu'il ait fait une faute. Il n'a pas fait de faute. Nommer un Premier ministre, c'est de son ressort. Voilà, il n'a pas fait de faute. On va dire faute constitutionnelle, parce que des fautes politiques, il en a fait, mais pas suffisamment pour créer une destitution. Donc, s'il souhaite démissionner et s'il se rend compte que sa démission serait la seule solution pour résoudre le problème politique, pourquoi pas, mais c'est de sa seule décision. Je ne sais pas si on vous a entendu, Franck. Non, on vous a pas entendu. Un dernier mot, Aymeric Salmon. Il nous reste 3 minutes. Je voudrais avoir votre réaction sur la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. On va parler un peu de choses positives, sauf si vous souhaitez évoquer peut-être la prise de parole d'Emmanuel Macron dans la cathédrale. Je ne sais pas. Quel est votre avis sur tout ça ? Qu'est-ce que ça vous a inspiré, tout ça ? Eh bien, je crois que les années à venir retiendront une seule chose peut-être du mandat d'Emmanuel Macron, c'est la reconstruction de Notre-Dame, même si c'est pas lui. Lui, il a juste lancé le mouvement. Mais il faut reconnaître ça, c'est une réussite. Voilà, moi, quand j'arrive à Paris, je descends en gare de Lyon pour aller à l'Assemblée nationale. À chaque fois, je passe devant Notre-Dame de Paris. Donc, je voyais chaque semaine les évolutions du chantier et voir qu'aujourd'hui, au bout de 5 ans, on a pu réouvrir Notre-Dame. On passera sur quelques petits événements qui ont eu lieu pendant la cérémonie. J'ai pas tout suivi la cérémonie, mais j'ai bien vu le morceau d'orgue qui n'était pas très joli. On aurait pu mettre... Il y a tellement de belles œuvres du Bach, la toccata de Bach, qui a passé votre collègue Pascal Praud hier dans son émission, étant tellement magnifique, ça aurait été superbe. Mais bref, au-delà de ça, le symbole de la réouverture de Notre-Dame qui doit être... ouverte aux Français. D'ailleurs, ça, moi, je suis plutôt opposé à faire payer son entrée, même si vous trouvez des financements pour la sauvegarde du patrimoine, mais Notre-Dame de Paris doit être rendue aux Français. C'est un symbole. Être français, c'est quoi ? C'est pleurer quand Notre-Dame de Paris brûle, par exemple. Moi, j'ai pleuré devant ma télé le jour où j'ai vu la flèche s'effondrer, parce que, voilà, je pense que tout Français, même s'il n'est pas croyant, même s'il n'est pas chrétien, je pense, a ressenti quelque chose le jour où Notre-Dame a brûlé. Et d'ailleurs, c'est grâce à la générosité des donateurs, on peut le dire, que Notre-Dame de Paris est de nouveau debout. 350 000 donateurs. 350 000 donateurs, petits ou grands mécènes, qui ont financé 800 millions d'euros de reconstruction. Radouane, Très rapidement, on parle des donateurs. Il y a une chose qui m'a vraiment dégoûté, je vous le dis, ce week-end, c'est la haine de la France Insoumise pour les riches. J'ai vu tout le week-end la France Insoumise faire des commentaires sur Bernard Arnault qui aurait fait un don de 100 millions d'euros. D'ailleurs, il faut préciser que c'est un don qui ne sera pas défiscalisé. Bernard Arnault est le premier contributeur fiscal de ce pays et on est bien content d'avoir des personnes comme Bernard Arnault ou comme Pinault pour avoir financé la reconstruction de Notre-Dame. Merci beaucoup Radouane, merci Aymeric Salmon. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes député du Rassemblement National de la 2e circonscription de la Haute-Saône. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Radouane Kourac, à mardi prochain. À mardi prochain. Merci.